Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, le phénomène des enlèvements contre rançon au Venezuela. Un mode opératoire assumé par les chefs de gang, poussé au crime, disent-ils, par la misère qui s'abat sur le pays. Jetés sur les routes de l'exil, eux aussi ils voulaient fuir la pauvreté, mais leur voyage s'achève bien souvent dans les centres de rétention aux États-Unis. Et puis un mot du parcours de l'équipe américaine de foot féminin. On reviendra sur la personnalité de Megan Rapinoe. Le magazine de la rédaction vous propose cette semaine ce reportage exclusif tourné au Venezuela. Le pays continue de s'enfoncer, une crise politique, sociale et sanitaire. Personne ou presque n'est épargné. Conséquence inattendue, la criminalité est en baisse car les gangs aussi sont touchés par la crise. Voyez ce reportage signé Roméo Langlois et Jorge Benezra. Au Venezuela, les criminels aussi se plaignent de la crise. Ces malfaiteurs se sont spécialisés dans l'enlèvement contre rançon. Rendez-vous dans leur planque en banlieue de Caracas. Pour eux, les otages sont une marchandise comme une autre. Ici, c'est notre entrepôt. On enlève les gens et on les enferme ici. On essaie de ne pas leur faire de mal. Tout ce qu'on veut, c'est de l'argent. Mais si les proches jouent les malins, s'ils appellent la police, alors ils doivent mourir. Ici, ils ont des toilettes. On leur donne à manger. Tout ce qu'on veut, c'est le fric. On n'est pas là pour les tuer. À Caracas, des dizaines de bandes comme celle-ci s'adonnent au kidnapping. Un fléau national, même s'il n'existe pas de chiffres précis. Ces hommes disent que la misère les a poussés au crime. Le salaire minimum au Venezuela, moins de $10 par mois. Moi, je suis tombé là-dedans parce qu'il fallait que je nourrisse mes enfants. Avant, j'avais un travail, mais je suis tombé malade. Ma mère aussi, et elle manquait de médicaments. Lui, il a des enfants en bas âge, et il doit leur acheter des couches. Un paquet de couches, ça peut coûter entre 4 et $7. Pour une vingtaine de couches seulement. Impossible avec un salaire minimum. Alors on doit voler. Ils auraient déjà perpétré de nombreux enlèvements. On a perdu le compte. C'est clair, on a perdu le compte. Il nous reste rien. Des dettes et des problèmes, c'est tout. Aujourd'hui, leur entreprise criminelle est en crise. À cause des forces de l'ordre, d'abord, qu'ils accusent de jouer double jeu. La plupart de nos armes, les autorités nous les ont confisquées. On en avait plein, et les flics nous ont tout pris. Quand ils nous arrêtent, ils nous demandent de l'argent pour nous relâcher, ou sinon ils nous tuent, et ils nous piquent nos armes aussi. Alors on doit en trouver d'autres. Et après, c'est les flics eux-mêmes qui nous les revendent. Mais pour eux, comme pour tous les Vénézuéliens, c'est surtout l'hyperinflation le problème. Le bolivar, la monnaie nationale, ne vaut plus rien. Les prix explosent et le dollar règne en maître. Celui-ci, il vaut $1500. Il y a un an, ça coûtait 600, $700, pas plus. Les prix montent tous les jours. Et une balle, ça coûte $1. Nos coûts augmentent, alors on augmente les prix des rançons. Parce que si avant on demandait une rançon de $10 000 par exemple, maintenant avec le prix des armes qui augmente, tu achètes 3 armes et il te reste à peine de quoi nourrir tes enfants. Forcément, on ne va pas réclamer les mêmes rançons qu'avant. Autre problème, à leurs yeux, 4 millions de Vénézuéliens ont fui le pays en faillite. Parmi ces exilés, bon nombre de victimes potentielles. Les chefs d'entreprise sont partis. Alors c'est devenu difficile de trouver des gens qui ont de l'argent. On trouve encore. Mais c'est pas comme il y a 2 ou 3 ans. De nombreux délinquants aussi sont partis dans les pays voisins. Certains commencent d'ailleurs à s'alarmer de cet afflux récent de criminels vénézuéliens. L'indignation aux États-Unis après la diffusion de ces clichés. Des photos prises dans un centre de détention pour migrants au Texas. Des centaines de personnes entassées les unes sur les autres. Les conditions de vie y sont déplorables. Le ministère de l'Intérieur a alerté sur les risques sanitaires et sécuritaires que représente cette surpopulation.
Et si c'était votre enfant, peut-on lire sur cette pancarte. Comme ici à New York, de plus en plus de personnes se rassemblent pour protester contre les conditions de vie déplorables des centres de rétention américains. Tous réclament leur fermeture. Je ne peux pas supporter le fait que les enfants dorment sur du béton avec du papier d'aluminium en guise de couverture. Ils n'ont pas de couche, ni accès à des soins médicaux. Trump crée des camps de concentration à notre frontière et je me devais d'être ici pour protester contre ça. J'ai honte, j'ai tellement honte que ça arrive, en notre nom avec nos impôts. Ce n'est pas le genre de pays dans lequel je veux vivre ou être assimilé. Nous sommes un pays d'immigrés et nous devons rester fidèles à notre histoire et accueillir les générations qui viennent construire notre pays. Une idée bien loin de la tolérance zéro de Donald Trump en matière d'immigration. En mai, 144 000 personnes ont été placées en détention. Ce mardi, un rapport ministériel américain a admis que la surpopulation de ces centres présentait un risque immédiat pour la santé et la sécurité, comme en témoignent ces photos prises au Texas, des détenus entassés dans des cellules bondées. Les enquêteurs évoquent aussi le manque de repas chauds, d'accès à une douche ou encore à des vêtements de rechange. En avril, un arrêté avait été pris. Il interdisait aux demandeurs d'asile en détention toute demande de libération sous caution. Ce mardi, un tribunal fédéral de Seattle a retoqué cette décision. Et puis eux rêvaient d'une vie meilleure aux États-Unis. Oscar Martinez et son épouse Tania, leur petite fille Valeria, ont entrepris la dangereuse traversée du Rio Grande, une tentative fatale au jeune père de famille et à son enfant. Ils ont tous deux péri dans les eaux du fleuve. Ils ont été inhumés chez eux au Salvador. Leur histoire a suscité une énorme vague d'émotions à travers le monde. L'image de la semaine maintenant, du jamais vu de mémoire d'habitants. Une épaisse couche de glace recouvrant Guadalajara. De fortes chutes de grêle se sont abattues sur cette petite ville dans le nord du Mexique. Les dégâts matériels sont considérables et personne ne s'y attendait dans la mesure où les températures les jours précédents ont atteint les 31 degrés. Vous avez sans doute eu la chance de contempler ce majestueux spectacle. Une éclipse totale du soleil observée depuis le ciel chilien. Plus de 2 minutes d'obscurité sur 150 km. Et c'est notre chiffre de la semaine. D'ailleurs, les curieux étaient très nombreux à se réserver une place de choix. Regardez. En plein cœur de l'après-midi, le nord du Chili est plongé dans le noir. Sous les cris et les applaudissements, ils sont nombreux à assister à cette éclipse totale de soleil. Plus de 2 minutes 30 de pénombre avant le retour de la lumière du jour. Je suis vraiment bouleversé. Je n'ai jamais vécu une expérience comme celle-ci. C'est vraiment incroyable. C'est le plus beau moment de mon voyage dans la région et je suis vraiment heureux d'être ici. Vous ne pouvez être qu'émerveillé, car même avec les technologies actuelles, c'est quelque chose qui ne peut pas être copié. C'est juste mystique. À Santiago, où l'éclipse était visible à 92%, le temps s'est arrêté pour vivre ce moment. Le phénomène a été visible aussi bien dans le Pacifique qu'en Argentine ou en Bolivie. Il résulte du passage de la Lune entre le Soleil et la Terre. Une bande d'obscurité totale de 150 km s'est alors créée. Une éclipse totale de soleil très rare pour le nord du Chili et notamment le désert d'Atacama. La dernière dans cette région s'était produite en 1592. La prochaine n'aura lieu qu'en 2165. Mais une autre sera visible dans bien moins longtemps. Le rendez-vous est donné dans le sud du pays, le 14 décembre 2020. En route vers un nouveau sacre, rien ne semble pouvoir stopper les Yanks. Les Américaines se sont une nouvelle fois illustrées dans ce mondial. Une performance saluée par Donald Trump, mais les joueuses préfèrent garder leur distance. L'attaquante vedette notamment Megan Rapinoe qui n'hésite pas à s'en prendre frontalement au chef de l'État. Une vidéo devenue virale de Megan Rapinoe, ailier et co-capitaine de l'équipe de football féminine américaine. Sa prise de position contre l'administration Trump lui a valu sur Twitter un torrent de critiques, notamment du président américain. Je suis un grand fan de l'équipe américaine et de football féminin, mais Megan devrait gagner avant de parler. Finissez le travail. Megan ne devrait jamais manquer de respect envers notre pays, la Maison Blanche ou notre drapeau. Soyez fiers du drapeau que vous portez.
À 34 ans, cette championne incontestée de sa discipline et fervente activiste LGBT ne cesse de faire parler d'elle. En 2016, elle devient le premier sportif de haut niveau américain blanc à soutenir Colin Kaepernick. Genou à terre, l'ancien quarterback de la NFL boycotte l'hymne national en signe de protestation contre les violences policières envers les Noirs. Rapinoe se décrit elle-même comme une manifestation ambulante anti-Trump et refuse de présenter des excuses. Je maintiens mon commentaire sur le fait de ne pas vouloir aller à la Maison-Blanche, à l'exception du juron, sinon ma mère serait très contrariée. Je ne pense pas que j'aurais envie d'y aller, et j'encouragerais mes coéquipières à réfléchir à 2 fois avant d'accorder un quelconque crédit ou de se tenir aux côtés d'une administration qui ne partage pas les mêmes sentiments et ne se bat pas pour les mêmes choses. Car pour Rapinoe et l'équipe féminine américaine, la bataille en dehors du terrain ne se limite pas à Trump. Avant le début de la Coupe du Monde, elle et ses collègues ont porté plainte contre la Fédération américaine de football pour dénoncer les discriminations de genre, notamment concernant les salaires des femmes, bien en dessous de ceux de leurs collègues masculins. Merci de votre attention. C'est la fin de ce magazine. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com. D'ici là, restez avec nous sur France 24. Assez Malé est asthmatique depuis qu'elle a 4 mois. Son masque est inutile, l'oxygène médical est trop cher. Pour sa mère, une seule solution. Je voudrais partir. Je voudrais partir parce que cet endroit n'est pas sain. Quelques rues plus loin, Lifa Pelikan souffre des mêmes symptômes. Ses problèmes respiratoires ont commencé quand il a emménagé ici, dans la région du Highveld, à 2 heures de Johannesburg. J'ai du mal à respirer. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. C'est horrible. Dans ce township de la province du Mpumalanga, la population étouffe. La région produit 80% du charbon sud-africain et c'est l'une des plus polluées au monde. D'après les associations de défense de l'environnement, entre 300 et 650 personnes y meurent chaque année de maladies respiratoires. C'est très clair. Il y a des gens qui viennent d'autres provinces et quand ils arrivent à Middelburg ou dans le Highveld, ils deviennent malades. Des maladies respiratoires et tout ça. Quand ils quittent cette région, on voit que certains d'entre eux vont mieux. Les 12 centrales à charbon de la région appartiennent toutes à la compagnie d'électricité nationale. Pour les activistes locaux, l'État est coupable. La Constitution sud-africaine est l'une des rares au monde à garantir le droit à un environnement sain. Ils violent nos droits, ils violent notre droit à un air pur, ils violent notre droit à la santé. Ça, c'est la vérité. Selon le gouvernement, l'air du Highveld est déjà plus propre qu'il y a quelques années. Mais ce dernier admet qu'une véritable amélioration prendra du temps. Pour bon nombre des malades, il sera peut-être déjà trop tard.